Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission en vidéo. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Stéphane Gassier. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc, Stéphane Gassier est meilleur ouvrier de France. Il se trouve en région parisienne, à Colombes précisément. Et je t'ai reçu il n'y a pas très longtemps, c'était à l'occasion de Noël, où on a fait une superbe bûche. La bûche cheesecake exotique. Voilà. Et aujourd'hui, tu reviens me voir et on va faire un millefeuille. Voilà, donc aujourd'hui on va surfer sur la sortie du dernier livre qui est le livre sur les millefeuilles et on va réaliser le millefeuille opéra. Donc c'est un livre où vous retrouverez une déclinaison de pas mal de millefeuilles. Et donc j'ai repris l'idée du grand classique l'opéra pour faire un millefeuille chocolat café. Alors, on vous parle de ce livre parce qu'on va vous permettre également de le gagner. Alors, vous avez l'habitude, pour gagner ce livre, il vous suffit de liker, commenter et partager sur Facebook et sur YouTube. Il vous suffira de liker, commenter et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, vous aurez jusqu'à mardi prochain, minuit, pour participer à ce concours. Un tirage au sort sera effectué et bien sûr, un gagnant sera désigné et le livre sera envoyé gratuitement. Et sachez bien que ce livre sera dédicacé par Stéphane Gassier. Voilà, on va commencer tout de suite, on a un petit peu de travail. Donc pour le millefeuille, on va réaliser en premier la pâte feuilletée. Donc ici on a tous les ingrédients devant nous. La farine, donc on a deux types de farine utilisées, la farine type 55 et la farine type 45. On pourrait n'utiliser que de la 55, on utilise de la 45 pour lui donner un petit peu plus de force. Surtout si vous souhaitez conserver un petit peu votre pâte feuilletée quelques jours au frigo ou voire même la congeler. La farine type 45 va aider à une meilleure conservation de la force du feuilletage. Quand tu dis qu'elle a plus de force, moi j'y connais rien, je suis amateur, ça veut dire quoi? La force c'est la contenance en gluten en fait. Le D'accord. gluten c'est la protéine qui va permettre l'élasticité et le développement au four de la pâte. D'accord. Et donc la T45 est un petit peu plus riche en gluten que la T55. Ok. Donc ici on va commencer avec l'eau froide, dans laquelle on va faire fondre un petit peu le sel. Donc froide, c'est température ambiante, hein? Sortie de robinet quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Hop. Voilà. Moi j'aime bien toujours dissoudre un petit peu le sel comme ça. Ensuite on va ajouter les farines. Alors ici on va mélanger avec le crochet, avec la feuille pardon, parce qu'on est sur une petite quantité. Nous quand on pétrit des grosses quantités de feuilletage, on utilise plus l'outil appelé le crochet qui va pétrir différemment. Mais sur des petites quantités, les crochets sur ces machines KitchenAid ont du mal à vraiment bien mélanger de façon homogène. Donc moi je préfère utiliser la feuille. D'accord. Et là on part sur une base donc, de 500 g de pâte feuilletée, puis 500 g de farine. Avec tous les éléments qu'on rajoute, ça va faire environ 800-900 g de pâte. C'est ça, oui. Et on va faire un millefeuille qui sera de quelle dimension? Alors là, on aura forcément un petit peu plus de pâte, hein, puisqu'on ne peut pas faire exactement la quantité nécessaire. On aura de la pâte pour faire 2000 feuilles de 8 personnes environ. D'accord. Voilà. Donc ici, vous avez vu, on a mis l'eau, le sel, la farine. On attend le beurre. Donc le beurre, dans une cuisine fraîche, on va prendre un beurre ramolli. S'il fait très chaud, on met un beurre en petits morceaux. Et si vous êtes dans une ambiance très froide, on va davantage prendre un beurre plus liquide, plus fondu. D'accord. Donc on régule en fait. C'est important en fonction de la saison en fait. Voilà, de la saison et de la température dans de la maison. cuisine. Voilà. D'accord. Donc là, vous voyez, il est mi-fondu en fait. Alors plus il va être fondu, plus il faudra de temps au frigo pour la reprise de la détrempe. Ouais. Ce qu'on réalise là maintenant, ça s'appelle une détrempe de feuilletage. À savoir qu'une pâte feuilletée se fait généralement au moins sur 2 jours. Voilà. Et on va mélanger. Alors on appelle ça un pétrissage, mais en fait, on est vraiment sur un mélange, quoi. Quand on utilise le terme pétrissage, c'est-à-dire qu'on prolonge le mélange pour donner de la force à la pâte, de l'élasticité. Là, on va juste mélanger. Et quand on va avoir une belle pâte lisse et que l'amalgame est bien faite, on arrête. C'est pas la peine de prolonger le mélange. Plus vous allez prolonger, plus vous allez donner ce qu'on appelle du corps, de l'élasticité à la pâte, et plus elle sera difficile à étendre. Plus on aura de risque aussi qu'elle se déforme au four. D'accord. Donc là, nous, on travaille sur une pâte feuilletée classique à laquelle on va donner 5 tours. On va vous montrer et vous expliquer. Donc pour donner les tours, il faut du beurre de tourrage. Voilà. Qu'on n'a pas encore montré, qui est dans le frigo, qu'on vous montrera tout à l'heure et que vous pouvez trouver très facilement sur notre boutique, bien sûr. Voilà, donc vous voyez, là, la pâte est quasiment prête. Alors la particularité de ma recette, contrairement à pas mal de recettes que vous pouvez trouver dans des revues, dans des livres ou sur des sites, c'est que
on a pas mal de beurre dans la détrempe. Il y a beaucoup de recettes qui contiennent moins de beurre et qui ont un petit peu plus d'eau. Ou pas du tout de beurre. Ça y est, aussi. Voilà, parfois certains mettent un œuf aussi dans la détrempe, ça dépend. Nous on a beaucoup de beurre. Le beurre qu'on a dans la détrempe va permettre de bien emprisonner les molécules de gluten et vous aurez une pâte qui n'a aucune tendance à se déformer au four. Donc en fait ça c'est la grosse quantité de beurre dans la détrempe qui fait que la pâte reste bien en forme et sur une galette par exemple on n'a pas tendance à s'ovaliser. D'accord. Voilà, là on est bon pour le pétrissage. Hop. Donc là on récupère notre pâte et on va en former un petit pâton carré, le plus carré possible et le plus régulier possible, de façon à ce qu'il soit quasiment prêt à accepter le beurre de tourage. Voilà, on récupère bientôt. Là on est bon. On va prendre un tout petit peu de farine pour mettre en forme la pâte et on va l'envelopper soigneusement dans un film plastique. Donc, vous voyez, alors dans beaucoup de livres et beaucoup de recettes, on vous dit de mettre la pâte en boule. Pour moi, c'est une hérésie. Il faut au contraire la mettre au carré, bien à plat, de façon à ce qu'elle prenne vite le froid. Si vous la mettez trop en boule, et ben, au lieu de devoir la réserver 3 ou 4 heures au réfrigérateur, il va vous falloir 8 ou 10 heures de façon à ce que le froid aille bien au milieu. Alors que là, vous voyez, au contraire, voilà, vous la mettez déjà bien carrée, ce qui fait que quand vous allez vouloir l'étaler pour incorporer le beurre de tourage, on n'aura pas du tout à la reprendre, quoi. Elle sera prête à étaler. Voilà. Plus vous serez plat et fin, plus elle va prendre le froid rapidement. Donc là, il faut compter allez, 3 heures au frigo avant de pouvoir incorporer le beurre. D'accord. Voilà. Une fois que c'est comme ça, quand tu dis 3 heures, c'est 3 heures minimum. Minimum, oui. Après, on peut le faire sur. Alors, nous, dans journées, notre process de travail en production des gâteaux pour la pâtisserie, on fait la détrempe, on fait cette opération la veille et on incorpore le beurre le lendemain, quoi. Voilà, d'accord. C'est des choses. Quand on vous parle de temps de repos, temps de refroidissement, temps de repos entre les tours, c'est toujours des minimums, quoi. Par contre, tous ces temps de repos sont vraiment très indispensables. importants. Il ne faut pas les négliger. Voilà, donc quand par exemple entre les tours, je vais vous dire 2 heures entre chaque tour, il ne faut pas essayer de tricher et de faire 1 heure ou 1 heure et demie, voilà, parce que ça aura une influence sur la qualité de la pâte. Vous voyez, j'utilise aussi le film pour bien finir ma mise au carré. Voilà. Et ça, 3-4 heures au frigo. Et après, on va vous faire voir, on va étaler la pâte et on va placer le beurre de tourage au milieu. Donc c'est une pâte à anticiper, à faire à l'avance. Oui, alors la pâte feuilletée... je veux faire tomber une feuille pour dimanche. Je commence ma pâte feuilletée jeudi. Oui, au plus tard le jeudi. Ouais. D'accord. Voilà. Donc on met ça au frigo et on se retrouve dans 3 heures pour la suite. Donc ici, on récupère notre pâte qui a passé 3 heures au frigo. Ouais, alors j'ai pas assez insisté tout à l'heure, mais il est très important de bien la filmer, il ne faut pas qu'elle croûte. Si elle croûte, ça va vous faire des parties sèches et dures qui vont rester. Ils vont plus s'estomper, voilà, qui vont rester. plus s'estomper et qui empêcheront d'avoir une belle pâte bien lisse et régulière. D'accord. Donc ici, j'avais insisté sur le fait d'avoir une belle forme plate et carrée, ouais, pour que ça soit facile à réétaler, quoi. Si elle est en boule, il faut commencer par l'aplatir, c'est moins facile. Voilà, on se rend bien compte que la pâte est beaucoup plus ferme. Voilà, froide, ferme. Alors ça, c'est le secret de la pâte feuilletée, en fait. C'est qu'il faut que la pâte et le beurre soient bien froids, de consistance équivalente, de façon à ce qu'il n'y ait pas de mélange. Il ne faut pas que le beurre que vous allez incorporer se mélange à la pâte, sinon vous n'avez plus ce système de feuilles. Et le fait qu'elle soit légèrement marbrée en surface, ça c'est normal. C'est le mélange. C'est le mélange initial, d'accord. Ouais, ça, il n'y a aucun souci. Voilà. Le geste que je fais ici, avec la farine, on appelle ça fleurer. Vous voyez, on dépose une poussière de farine, un film de farine. La pâte ne doit jamais coller. Alors ça, c'est un peu l'erreur principale que font les gens quand ils travaillent la pâte. La pâte colle au rouleau, aux mains, à la table, et après c'est un peu le chantier. Voilà, ça ne doit jamais coller. Dès que vous sentez une adhérence, il faut rattraper de la farine sur le plan de travail, retourner, refariner. L'autre erreur qu'on voit aussi souvent, c'est de mettre trop de farine. Oui, là, tu en mets vraiment très peu. Il faut vraiment vérifier. Si on met trop de farine, ça fait des plaques, des couches, des surépaisseurs. Et après, à la dégustation, ça se sent. En fait. Il faut vérifier très régulièrement que la pâte ne colle pas au plan de travail. Mais ne surtout pas mettre de la farine en abondance. Et puis on modifie les proportions de la recette. Voilà. Et ici, vous voyez, il faut que ça soit presque obsessionnel.
que tout soit bien carré, quoi. Gardez cette forme. Voilà. D'accord. Plus c'est carré, plus votre pâton sera régulier. En fait, on ne cherche pas à l'élargir, on cherche à l'allonger. On l'allonge. Donc il faut en fait que la pâte soit environ 3 fois plus longue que large. D'accord. D'accord. Donc ici par exemple j'ai 50, ouais, j'ai 22. On peut faire encore un petit peu, voilà, 3 fois plus long que large. Il faudrait aller jusqu'à 60 à peu près. Voilà, on y est presque là. D'accord. Et puis pas trop large. Voilà, donc là le pâton il est prêt. Pour le beurre, toujours un peu de farine. Alors on peut se mettre dans une feuille de plastique si on a peur que ça colle de trop. Ça c'est du beurre de tourrage, on appelle ça du beurre sec qui contient 84% de matière grasse, contrairement à un beurre classique qui en contient 82. On va tapoter de façon à lui donner, voilà, à lui donner une texture un peu plastique. Il faut qu'il soit froid, qu'il ne se mélange pas à la pâte, mais qu'il ne soit pas cassant. S'il casse, le beurre va casser quand vous allez étaler la pâte avec le beurre intérieur et on dit que la pâte feuilletée marbre. D'accord. Donc là, il sort directement du frigo. Il faut absolument qu'il soit bien froid. C'est un beurre qui a un point de fusion différent du beurre traditionnel. Tout à fait. Oui. Donc ça veut dire qu'il a une meilleure résistance à la chaleur. Quand vous le manipulez avec les mains, il va fondre moins facilement. C'est ça. Et la grosse différence, en fait, c'est que quand on fabrique le beurre, on distingue deux molécules différentes de gras, une qui ont des points de fusion différents. Et dans ce beurre de tourrage, on utilise principalement la molécule qui a le beurre de fusion plus élevé. D'accord. Le point de fusion plus élevé. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai tapoté, donc c'est pas très régulier. Donc pour finir, on va plus tapoter, mais on va étaler pour que la baisse de beurre. Et tu essayes toujours de garder cette forme rectangulaire, carrée, oui. Voilà. Alors là, même si vous êtes moins à l'aise et puis que c'est moins facile, vous pouvez même tricher, vous voyez. Bon là, il n'y aurait pas besoin, mais voilà, de façon à bien vous remettre au carré, quoi. D'accord. Plus c'est carré, plus votre pâton sera régulier. Et comment on détermine la dimension de ce carré? Parce qu'il y a un rapport entre la taille Il fasse un tiers de la pâte, et la détrempe. D'accord. Ouais. Il faut faire entre pile. D'accord. Donc en largeur, je suis bon là. Voilà, on va juste rectifier un peu. Hop, là c'est impeccable. On récupère notre pâte et là, on se met au milieu. Alors là, vous avez un petit jour. Ça, c'est pas très grave parce que en fait, quand je vais étaler ma pâte, le beurre va prendre sa place. Il va glisser et combler le vide. D'accord. Voilà. Ce qu'il faut éviter et qui est assez important, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de chevauchement de pâte à ce niveau-là en fait, parce que sinon vous aurez 2 fois plus de pâte que de beurre. Ce qui va faire le beau développement de la pâte feuilletée, c'est que les feuilles de beurre et de pâte soient très régulières. D'accord. Donc là, vous voyez, il n'y a pas on ne chevauche pas. On garde. Alors là, quand vous n'êtes pas familier à fabriquer des pâtes feuilletées, c'est un peu là la difficulté au départ. On garde le pâton avec le pli face à soi. Jamais comme ça. À la verticale, qui file devant soi. Vous voyez les ouvertures devant vous. D'accord. Voilà. Et ça sera le cas dans toutes les étapes du tourage. Il faut toujours que le pli soit devant soi. Ensuite, on étale. Alors, vu que le beurre a une bonne élasticité, en fait, il reste dans la pâte. Il reste dans la pâte, il ne s'échappe pas. Bien sûr, il faut étaler régulièrement. Il faut pas, alors, vous avez vu, là, j'étale, mais pas de geste brusque. Voilà, progressivement. Et puis, vous pouvez voir qu'avec mon rouleau, j'essaie de ramener les coins au même niveau que le centre. Parce que si vous étalez toujours par le centre, comme ça, votre pâton, il va partir en pointe. Okay. D'accord. Voilà. Là, je sens que la pâte commence à adhérer un peu à la table. Hop. Donc je refleure un tout petit coup, même des deux côtés. Hop. Alors comme tu le disais juste avant, pas de surépaisseur de farine. Ouais. Ouais. Et des bons coups de rouleau comme ça, réguliers, quoi, pas d'à-coup. Hein. À la limite, moi à la fin, ce que je fais même rouler le rouleau comme ça. Et de façon à ce que ma pâte soit la plus lisse et la plus régulière possible. Voilà, je resserre, toujours mon souci d'être au carré. Je suis à peu près à nouveau 3 fois plus long que large.
La pâte feuilletée est une pâte qui fait peur parce que souvent on a le beurre qui perce, qui commence à couler partout. Ouais, c'est uniquement des questions de température et de texture de pâte en fait. Et le fait de te voir la faire, là, je pense que beaucoup de personnes vont pouvoir la réaliser à la maison parce que c'est pas non plus c'est pas super compliqué, c'est plus difficile que ça, voilà. C'est long et il y a surtout beaucoup d'étapes. Voilà. Mais en suivant bien la vidéo, tes gestes techniques, vous devriez pouvoir Donc arriver là, facilement. ce que je viens de faire, vous voyez, je le refais pour que vous compreniez bien. Donc j'ai allongé face à moi, je donne un quart de tour et je plie en 3, ce qu'on appelle un tour simple. D'accord ? Alors moi, la pâte feuilletée, je ne donne que des tours simples. Je vous ferai voir tout à l'heure ce qu'on appelle un tour double, qui correspond pas à 2 tours comme on pourrait le penser, mais à 1 tour et demi. D'accord. Mais j'évite de donner des tours doubles à la pâte feuilletée parce que je trouve que ça lui donne plus d'élasticité en fait. D'accord. Alors moi j'ai pour habitude de donner les tours simples par 2. On pourrait donner un tour simple, laisser 1 heure au frigo, reprendre, redonner un tour simple, laisser 1 heure au frigo. Moi je donne les tours simples par 2 et je laisse 2 heures de repos entre chaque. Donc là, on recommence, on réétale 3 fois plus long que large. Ouais, mais ce qui est très important et peut-être pas facile à mesurer et à maîtriser quand on n'a pas l'habitude, c'est qu'il ne faut pas écraser la pâte, il faut l'étaler. Ouais, souvent, je vois les gens qui donnent des coups de rouleau brutaux là, et quand vous écrasez, en fait, vous écrasez les feuilles. D'accord ? Là, j'étale. En fait, c'est une superposition de beurre, pâte, beurre, pâte, voilà, beurre, en fait, pâte. vous allez avoir par ces jeux de pliage des feuilles de beurre, de pâte, de beurre, de pâte. Et quand le beurre va fondre au four, le beurre bout. Et c'est ce qui fait lever la pâte. En fait. D'accord. Et si c'est bien touré, on a une belle régularité. Voilà. Si vous avez des chevauchages de pâte et des endroits où il n'y a pas de beurre et plus de pâte, ou plus de beurre et pas de pâte, bah vous aurez une pâte qui ne va pas être régulière. Alors dans le pire des cas, si c'est vos premiers essais de pâte feuilletée et puis que vous n'êtes pas super régulier, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez toujours égaliser au couteau. D'accord. Là, on va éviter de le faire. Mais si vraiment vous aviez du mal à garder cette forme rectangulaire, vous pouvez parfaitement. Si quelqu'un n'a pas le beurre de tourage, alors on peut faire du beurre classique. Oui, on peut faire la pâte feuilletée avec du beurre plaquette classique. Ça sera un peu plus délicat. Il revient plus vite en température, voilà. Donc c'est un petit peu plus. Faut faire plus attention. Pour un bon démarrage, si vous pouvez avoir du beurre de tourage, c'est mieux. Et quand vous le maîtriserez parfaitement bien comme ceci, vous pourrez vous lancer dans le feuilletage au beurre, donc avec du vrai beurre. Hop. Alors là, une petite astuce que j'exige de mes équipes et à laquelle on fait toujours très attention. Là, vous allez mettre ça au frigo, vous allez faire votre plat principal pour le repas de dimanche, vous allez faire autre chose. Pour savoir où vous en êtes quand vous allez reprendre la pâte, vous indiquez que vous êtes à 2 tours. Et quand vous allez reprendre la pâte, vous aurez pu vous soucier, est-ce que j'ai donné le 3e ou le 4e ou le 2e. Ouais, vous reprenez votre pâte, vous savez qu'elle est à 2. Donc là, la prochaine étape, c'est de donner 2 suivants pour arriver à 4. Comme je vous le disais, on va aller à 5 tours. Donc 2 tours, 2 heures de repos, 2 tours, 2 heures de repos, un dernier tour, 30 à 40 minutes de repos et après on étalera la pâte. D'accord. Voilà, on va la refilmer, toujours très important, ne jamais remettre une pâte au frais sans la refilmer, sinon vous aurez la formation d'une croûte. Et cette croûte vous gênera pour avoir une pâte bien régulière, bien lisse. Ne pas hésiter si vous avez besoin de mettre une deuxième épaisseur de film. Il faut que ça soit bien hermétique, c'est important. Et on remet notre pâton 2 heures au réfrigérateur avant de pouvoir le retourer. Allez, c'est parti. Donc ici, la pâte feuilletée pour notre millefeuille. Toujours pareil, comme on a fait pour les tours numéro 1 et numéro 2. On étale notre pâte 3 fois plus longue que large. Donc tu l'as repositionné dans un sens bien précis avant de l'étaler. Le pli sur le côté. Comme un livre, comme si on ouvrait un livre. Le pli sur le côté. D'accord. Jamais comme ça, sinon vous cassez tous les points. Ouais. Voilà, la reposer, elle est bien froide, elle s'étale bien. Toujours pareil, comme j'ai expliqué plusieurs fois maintenant. Ça ne doit jamais coller à la table rouleau aux mains. Voilà, il faut que ça glisse, vous voyez. Parce que la différence, c'est que si ça colle pas, ça glisse, ça s'étale.
Si ça colle, ça ne glisse pas, ça s'étale pas, ça s'écrase. Hop. Alors, j'emploie une expression qui fait sourire les gens. Vous voyez, quand vous étalez comme ça a tendance à s'arrondir l'extrémité. Oui. Vous lui tirez les oreilles. Et ça le remet bien en rectangle. D'accord. D'accord ? Donc pour savoir si on a assez étalé ou pas assez, c'est 4 fois. 3 fois plus long 3 que fois. large. D'accord. Ouais, il faut que ça dépasse un peu la longueur de votre rouleau. D'accord. Ouais, ça fait un beau pâton bien carré. Donc là, c'était le tour numéro 3. Ouais. Tour numéro 4. Ensuite, on aura encore 2 heures de repos avant de donner le 5e tour et de pouvoir étaler notre pâte pour réaliser nos plaques pour le millefeuille. Donc ce qui est important, c'est de bien superposer les angles, que ce soit bien l'un sur l'autre. Toujours. Si vous voyez que ça dérive un peu, tac. On remet en place. Et si à la maison vous mettez trop de farine, vous pouvez utiliser la balayette à farine. Vous faites avec un pinceau si vous n'avez pas cet outil à la maison pour vraiment enlever l'excédent. Il ne faut pas avoir enfermer de farine surépaisseur. à l'intérieur. Ouais, on fleure, vous voyez, on fait une poussière de farine. On saupoudre pas des. Vous voyez, faut pas faire ça quoi. Ouais, c'est vraiment. Oui, oui. 3 fois plus long que large. On dépasse un peu la longueur du rouleau. On lui tire un peu les oreilles. Donc là, vous voyez, deuxième tour, on sent que la pâte elle devient un peu plus rebelle et résistante que sur le tour précédent. Hop. Quatre tours. 4 tours. Donc c'est un peu long à faire, c'est vrai, mais comparé à la pâte feuilletée qu'on peut trouver dans le commerce, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Et pour les besoins de cette vidéo, on a déjà une pâte qu'on a fait antérieurement, on l'a déjà cuite. Et je peux vous garantir qu'à la cuisson, c'est fabuleux. La puissance qu'elle a pour pousser, c'est vraiment une très très belle pâte. Donc c'est là aussi que vous apercevez lors de la cuisson si la pâte développe beaucoup, si vous avez bien fait le tourage, quoi. Ouais. Si vous avez trop accéléré les temps de refroidissement, si vous avez écrasé, vous aurez moins de développement. On se retrouve tout à l'heure donc pour le dernier tour. Le dernier tour est l'étalage de la pâte pour le millefeuille. Donc Stéphane, on va arriver à notre dernier tour pour la pâte feuilletée. Voilà. Donc on était à 4 tours. 4 tours, 2 heures de repos. Et là, on étale toujours pareil. Le pli sur le côté, comme l'ouverture d'un livre. Et ça, c'est très important, hein, le sens. Hein. Très important, si vous le tourez dans le mauvais sens, vous cassez tout le travail du tourage. Et ensuite, toujours comme j'ai expliqué tout à l'heure, on va abaisser 3 fois plus long que large. Hop, je sens qu'il commence à adhérer un peu à la table. Alors vous voyez, par contre, recto verso, ça c'est pas grave. Oui. D'accord? C'est-à-dire que le pli se retrouve à gauche ou à droite, ça c'est pas grave. Et dans ce sens ou dans celui-là, c'est pas grave non plus. Pas grave. Voilà. Faut pas abaisser comme ça. Voilà, c'est ça. Alors ça nécessite un peu de force parce qu'il y a quand même un petit peu de volume. Mais si à la maison vous voulez faire la pâte feuilletée, rien que pour vous entraîner à cette technique, on peut faire avec une recette Une demi-recette. divisée par deux, oui, voilà.
vous aurez beaucoup plus de facilité à étaler la pâte et à la travailler. Bon là en plus moi je la prends juste à la sortie du frigo. Si jamais c'est un petit peu dur pour vous, vous pouvez la laisser tempérer 10 minutes, un quart d'heure pour que ça soit un petit peu moins ferme, quoi. Hop. Le dernier tour. Alors à la fin, j'aime bien redonner un petit coup de rouleau dessus, comme ça l'aplatit un petit peu. Ce qui fait que quand je vais le reprendre pour Ça l'abaisser, fait adhérer les couches. il sera un petit peu moins dur à étaler. Voilà, donc là on a une super pâte feuilletée qui est prête. Donc pour notre millefeuille, si on voulait faire une galette pour l'épiphanie, Voilà. on fait un tour de plus. Galette des rois. Oui, alors à la maison, vous n'êtes pas obligé de faire un tour de plus. Nous, on le fait, c'est pour pas que les galettes soient trop friables à la manipulation. D'accord. Galette des rois, chaussons aux pommes, croûte de vol au vent, croûte de boucher, enfin, toutes les utilisations feuilletage. D'accord. Tant qu'on est sur le feuilletage, que penses-tu du feuilletage inversé? Comment choisir si tu vas prendre un feuilletage classique, un feuilletage inversé? Alors moi, je fais toujours de l'inversé, sauf si vraiment je suis dans l'urgence. Parfois, comme je donne beaucoup de cours et de formation, si parfois j'ai de la pâte feuilletée à faire dans la journée et que je n'ai pas la possibilité d'étaler la fabrication sur 2 jours, il peut m'arriver de faire de l'inversé parce qu'on peut réduire les temps de repos de 2 heures à 45 minutes. Donc on est capable de pétrir de la pâte feuilletée le matin, la tourer dans la journée, l'étaler et la cuire le soir. D'accord. Chose qui n'est pas possible avec du classique. Et le rendu, une fois... Le rendu, il est un petit peu plus volatile, un peu plus aérien en inversé. Moi, je trouve le classique un peu plus fondant en dégustation. Très bien. Alors cette pâte, une fois qu'elle est réalisée, bon là c'est pour notre millefeuille, Voilà. mais dans un contexte différent, on pourrait la conserver au congélateur. Alors là, dans tous les cas, on est à 5 tours. Je l'ai bien réenveloppé, comme je vous ai déjà expliqué, pour pas que ça croûte. Ici, on va la remettre 4-5 heures au frigo. On peut lui laisser passer la nuit au frigo. On peut juste lui laisser 1 heure et l'étaler, d'accord, si vous avez à l'étaler tout de suite. Si vous vouliez congeler le pâton comme ça, vous le laissez reposer la nuit au frigo, vous le congelez le lendemain. Voilà. Comme je vous disais, moi je favorise la congélation une fois étalée. Je n'ai pas pour habitude de congeler les pâtons. D'accord. Voilà, notre pâte est terminée, elle a subi les 5 tours, elle a bien reposé au frais. Voilà. Alors tu la récupères. Je la récupère, hop, j'enlève le film plastique, un petit peu de farine. Donc là on est vraiment, vous voyez, sur le fleurage. En fait le fleurage c'est une poussière de farine, de façon à éviter l'adhérence, mais comme on vous l'a déjà expliqué tout à l'heure, sans surépaisseur. Là, on a bien nos 5 traces. Voilà. Donc on est sûr qu'on a 5 tours. 5 tours. On étale. Et là, alors là on est sur une recette de millefeuille, mais ça c'est la pâte feuilletée pour faire les millefeuilles, les galettes, les chaussons aux pommes. Voilà, c'est la base. Tu restes toujours sur du 5 tours? Moi je fais toujours du classique à 5 tours. Il n'y a qu'à la galette, quand j'ai un feuilletage qui a un fort développement, il peut m'arriver de donner un 6e tour. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus on tourne, moins ça feuillete. Donc le minimum c'est 4 tours et demi, où là vous êtes au maximum, c'est le minimum de tours mais c'est le maximum de développement. Et plus vous allez aller vers 6 tours, plus vous allez raisonner la pâte pour pas qu'elle développe de trop. En fait. D'accord. Sur les galettes, c'est surtout une précaution pour pas que les galettes s'émiettent de trop. Donc galettes, c'est galettes de l'épiphanie bien sûr, les galettes feuilletées. Voilà, c'est ça. Ce qu'on appelle aussi la frangipane. Donc si on fait 6 tours, on fait 3 fois 2 tours. 3 fois 2 tours, oui. D'accord. Alors vous voyez, je ne sais pas si c'est perceptible à l'image, il y a des petites bulles d'air qui se forment là. Ça c'est un témoin de réussite de la pâte. D'accord. Une pâte où on aurait écrasé le beurre et où le beurre serait mélangé à la pâte, on n'aurait pas ces petites bulles d'air. Vous pourrez penser le contraire justement. Ouais. D'accord. À retenir. Donc la précaution, quand vous allez faire l'étalage final, l'abaissage final, la précaution par rapport à tout ce que je vous ai dit au départ, où tout à l'heure on restait 3 fois plus long que large et on faisait attention à la régularité. Là on va toujours chercher la régularité, mais là on va plus essayer d'obtenir un carré. Si vous abaissez, si vous étalez en gardant cette proportion plus long que large, vous allez avoir tendance à faire des choses qui vont se déformer au four. D'accord? Donc là, plus votre pâte sera étalée au carré,
moins vous aurez de problèmes de déformation des produits dans le four. D'accord. Alors il faut que la pâte s'étale, il ne faut pas qu'elle soit trop ferme et trop dure, qu'elle résiste au rouleau, sinon vous allez l'écraser. D'accord ? Donc à la limite, si vous sentez que vous avez un peu de mal, vous la laissez un petit peu se retempérer. Voilà. Ouais. Oh, c'est un peu de sport, hein? Ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté la salle, moi en fait, je veux plus la salle. On n'a pas le laminoir. C'est pratique. Ok. Et vous voyez, toujours régulier, ça c'est le maître mot. Les maîtres mots dans la fabrication des pâtes, feuilletées, pâtes à croissant, toutes les pâtes, c'est régularité et froid. Il faut que ça soit froid. Même nous qui avons l'habitude, qui sommes pâtissiers depuis très longtemps, qui avons fait gagner des concours, etc. Il faut du froid et du temps de repos. Si vous cherchez à biaiser ces températures et ces temps de repos, vous n'y arriverez pas, ça ne sera pas un beau temps. En résultat, ce ne sera pas terrible. Donc là, tu cherches à baisser donc, à quelle dimension, sur quelle épaisseur? Alors, la dimension, c'est pas très important. Ouais. Par contre, il faut être à 3 mm d'épaisseur. D'accord. Alors après, moi, j'ai des avis très tranchés là-dessus. 90% des cas, quand vous achetez un millefeuille chez le pâtissier ou boulanger-pâtissier, les gens utilisent souvent ce qu'on appelle les rognures, c'est-à-dire les deuxièmes utilisations de pâte feuilletée. Et ils ont souvent aussi tendance à piquer la pâte. Moi, je suis contre tout ça. Mon millefeuille, c'est toujours la première utilisation de la pâte feuilletée. Et avec la deuxième, j'ai plus tendance à faire à foncer des tartes, à foncer mes flancs, des choses comme ça. D'accord. Mais le millefeuille, je veux un top qualité de pâte feuilletée. Parce que la réussite d'un millefeuille et sa qualité gustative, c'est d'avoir une belle alternative entre le croustillant de la pâte et le crémeux de la crème. Si vous piquez la pâte ou si vous utilisez de la rognure, vous aurez une pâte feuilletée qui aura tendance à être un peu caoutchouteuse et puis moins friable. Et là, pour moi, c'est pas ce qu'on recherche dans la fabrication d'un millefeuille. Ça va être pas mal là. On va la manger. Donc dès qu'elle sera étalée, on va la laisser poser au frais. Voilà. Alors, On peut pas pour le mettre en repos. cuisson, hein, de suite. Pour le repos, entre le moment où vous finissez d'étaler et la mise au four, strict minimum non négociable, c'est 1 heure. Plus vous allez pouvoir faire 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12 jusqu'au lendemain, mieux ça sera. D'accord. Votre pâte aura de moins en moins tendance à se déformer au four si elle a bien reposé. Si c'est 1 heure, vous n'allez pas la mettre au frigo, vous allez la laisser reposer à température ambiante. Une pâte se détend et repose beaucoup mieux si elle n'est pas trop froide. Après, une autre précision qui est importante, il nous arrive, et il peut vous arriver si vous avez un petit peu trop de pâte feuilletée, de vouloir la congeler. C'est un produit qui se congèle très très bien, à condition de lui avoir donné son temps de repos avant la congélation. C'est-à-dire que là, par exemple, si je dis je veux utiliser que la moitié de ma pâte, j'en coupe la moitié, cette moitié j'utilise aujourd'hui, l'autre moitié je la congèle. Cette partie qui va aller au congèle, il faut quand même qu'elle subisse son repos avant d'aller au congèle. Sinon, quand vous descendez en dessous du point 0 en température, ça bloque la pâte, le beurre, et il n'y a plus de repos qui se font. D'accord. On parle encore toujours de la galette. Pour mettre une galette au four, il faut qu'elle ait, dans l'idéal, 12 heures de repos. On peut congeler des galettes crues, mais il faut qu'elles aient eu leur temps de repos avant la congélation. Sinon, alors ici on est dans le pays. Il faut qu'elle ait sinon vous ne faites plus des galettes, 12 vous heures faites de des repos, ballons de rugby. tu veux dire, on n'est pas dans le sujet, mais on va en parler. 12 heures de repos une fois que la galette est montée avec la crème et tout dedans. D'accord. Ouais. On est pas mal. Ça vient. Je vais te chercher une plaque. Voilà, une petite plaque de cuisson avec une feuille de papier sulfurisé. Alors vous voyez, après à un moment donné, comme la pâte est de plus en plus volumineuse, il peut devenir compliqué de la manipuler et de la tourner. Ce qui peut être fait pour vous aider, c'est de la mettre autour de votre rouleau. Voilà.
Et comme ça vous permet de ne pas la prendre à pleine main et de risquer de la casser ou de la déchirer. Alors, je vais essayer de me mettre à la taille. Voilà. C'est pas mal. Alors la pâte feuilletée, pour les gens qui veulent en faire un peu d'avance et la congeler, moi j'ai plus tendance à la congeler étalée qu'en pâton. Il y a des gens qui congèlent les pâtons, je ne suis pas fan. Moi je préfère la traiter jusqu'au bout. À la décongélation, elle ressort nickel? Alors ça perd 10% de développement. Ouais. Et c'est pour ça que dans la recette tout à l'heure, quand on a fait la détrempe, on vous a expliqué de mettre de la farine un peu de force, de la farine forte en gluten. Cette force de farine va vous éviter trop de pertes de friabilité, de développement, de qualité si vous congelez la pâte. D'accord. On va abaisser encore un petit peu plus fin. Alors évidemment la grande difficulté ici, c'est d'être régulier, quoi. Ouais. Par exemple là devant moi j'ai plus de force, donc je vais avoir tendance à abaisser un peu plus fin. D'accord. Donc il faut insister plus au bout là. Alors après, ce qui est important, très important, là depuis 5 minutes, vous tirez dessus en fait. Vous l'étalez, vous tirez dessus. Si vous la mettez comme ça et que vous la reposez mal, quand vous allez la mettre au four, elle va rétrécir. Ce que je vais faire maintenant, ça s'appelle détendre. Donc pour détendre, il y a des gens qui prennent la pâte par les côtés comme ça et puis qui la détendent. Ouais. Voilà, moi ce que j'aime bien faire, c'est ça. Je l'enroule. Et je fais ça 2 ou 3 fois. Et là, si vous lui laissez une bonne heure de repos, elle ne se déformera pas. D'accord. C'est plein de petits trucs à savoir. Voilà. Donc après, ce Et qu'on qui peut font la faire, différence. D'accord. ouais, je suis quasiment à la taille de la feuille. Voilà. Oui, donc c'est relativement carré, parce qu'il n'y a quasiment pas de dépassement. J'enroule avec la feuille. Alors ça c'est la technique pour transférer la pâte du plan de travail sur la plaque sans vraiment l'abîmer. Voilà, et là, repos. Ok, super. Hop. Donc là, dans 1 heure, 1 heure à température ambiante, 3-4 heures au frigo, dans l'idéal 12 heures jusqu'au lendemain matin. Après, selon la taille de votre four et des plaques dont vous disposez, vous allez tailler exactement la forme de votre plaque. Et je vous expliquerai pour la cuisson, qui est une science exacte pour le millefeuille et qui va définir exactement la qualité du millefeuille, puisque un millefeuille ne sera friable, bon et réalisé à la perfection que si la cuisson est parfaite. D'accord. Une dernière question, au-delà des 12 heures. Au-delà des 12 heures. Qu'est-ce qu'on fait si on ne veut pas s'en servir encore? Le 12 heures, c'est chez nous par exemple en fabrication classique au magasin, c'est un minimum. Donc c'est le lendemain matin en fait. Ouais. Vous pouvez prolonger la station au frigo pendant 48 heures, il n'y a pas de souci. Et après, soit cuisson, soit congélation. D'accord. C'est après, qu'est-ce qui se passe? La pâte a subi votre une oxydation? Voilà, la pâte va oxyder, elle va pigmenter, vous allez voir plein de points noirs apparaître. Et elle va commencer à prendre de l'odeur du beurre qui... Alors ça veut dire qu'elle n'est plus utilisable, qu'elle est plus bonne ou... Pour plus qu'elle soit utilisable, il faut vraiment dépasser limite. 5 jours au frigo, Ouais. mais elle va devenir de plus en plus forte en goût, quoi. Le beurre mature un peu trop, quoi. Très bien. Bien, notre pâte est donc terminée, elle a reposé. Maintenant, on va la détailler et la mettre en cuisson. Donc pâte feuilletée à 5 tours, étalée à 3 mm d'épaisseur. On a allumé un four donc, pour le préchauffer à 165 degrés. Voilà. Donc ici, j'avais abaissé l'équivalent d'une plaque 60-40. Ouais. Je
Je vais couper en deux, ça va me donner mes deux plaques 30-40. Donc là, pour le millefeuille, une plaque suffirait. D'accord. D'accord. Donc on pourrait très bien cuire cette pâte et puis garder l'autre au frigo pour dans 2 jours, la congeler comme j'ai expliqué tout à l'heure. Si tu la congèles à plat comme ça. Hein. À plat comme ça. D'accord. Ouais. L'idéal étant de la filmer quoi. Pour pas Oui, que bien elle sûr. brûle le four. À plat, mais bien protégé. On prend notre pâte, 3 mm d'épaisseur, on la pose sur une tôle de cuisson, plaque de cuisson, sur laquelle on a disposé une feuille de papier. D'accord. Alors là, je vais bien vous expliquer, la cuisson c'est précis et important. Sur la pâte, on remet une feuille de papier, pardon. Et sur cette feuille de papier, on dispose d'une grille. Je vous ai expliqué tout à l'heure que je n'utilisais que de la pâte première utilisation, pas de rognure, et que je ne piquais pas. Alors ça, c'est inhabituel parce que 95% des gens piquent la pâte feuilletée. Voilà, pour moi, c'est contre nature. Si vous piquez une pâte, la pâte, vous lui demandez feuilleté, légèreté, délicatesse. Si vous la piquez, vous cassez On les empêche feuilles, tout. quoi. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire pareil pour l'autre. Hop. On va procéder à la cuisson. Le gros défaut d'un millefeuille, très souvent quand vous commandez un millefeuille au restaurant ou quand vous achetez un millefeuille dans le commerce, chez un pâtissier, il est coloré dessus, il est blanc au milieu, très souvent, mal cuit. Et quand vous voulez le couper ou le croquer, bah, comme il est blanc au milieu, il est mal cuit, il est caoutchouteux, il n'est pas friable. D'accord. Là, ce qu'on va chercher, c'est une cuisson sur toute l'épaisseur de la pâte, la même. D'accord. Tu mets la grille à l'envers, c'est volontaire? Oui, parce que sinon on aurait ces marques là. D'accord. Donc là, on va mettre la pâte feuilletée 20 minutes au four à 165. Au bout de 20 minutes, sur cette grille, on ajoutera une plaque. Pour faire du poids, pour éviter que la pâte elle parte trop en hauteur. On laissera cette plaque 20 minutes et on relaissera 20 minutes sans la plaque. D'accord. Donc 20 minutes comme ça. Donc la cuisson se fait en 3 temps. Voilà, 20 minutes comme ça, 20 minutes avec la plaque et 20 minutes encore où on retire la plaque mais en laissant ça. D'accord. Ça aura 1 heure. En général, on rallonge de 10 minutes. On verra, je vous expliquerai. Et c'est 165 degrés tout le long? Tout le long. Et après, une fois que la pâte est cuite, j'en couperai un petit morceau pour vous faire voir la coloration au centre. On la retourne, on met notre four à 220, on met du sucre en poudre et du sucre glace et on caramélise le millefeuille. D'accord. Alors ça peut paraître un peu complexe à l'explication, c'est surtout qu'il faut bien respecter les temps. On va mettre un timer, 20 minutes. Alors, comme je te l'expliquais l'autre jour, je vous l'expliquais l'autre jour quand on a fait la bûche exotique là, quand on parle de cuisson, on parle de temps, de température, ce sont toujours que des indications. Il ne faut pas prendre ça comme une science exacte. Là, j'ai déjà travaillé dans tes fours, je sais qu'ils sont plutôt doux, donc je monte à 165. Chez moi, par exemple, la pâte feuilletée, dans certains de mes fours, on la cuit à 155, d'autres ça va être 160. Ouais, vous avez toujours 10 degrés de latitude, ça dépend des fours. D'accord. Voilà. C'est une cuisson longue, mais pas trop chaude. Voilà, longue, pas trop chaud pour que ça cuise à cœur. Si vous cuisez chaud, alors des fois je tombe sur des gens, des pros qui me disent bah, moi je cuis le feuilletage à 200 degrés 20 minutes. Ouais. Il n'est pas cuit, il est coloré à l'extérieur, mais il n'est pas cuit. D'accord. Une galette, un millefeuille, un chausson, il faut que ça cuise assez doux longtemps pour que ça cuise au cœur et que la pâte feuilletée soit cuite. Plus la pâte feuilletée est cuite, plus vous aurez cette légèreté et ce croustillant. Très bien. Eh bien, on laisse cuire et puis on verra ça dans 1 heure. Tout à l'heure. Donc la pâte feuilletée est prête là. Voilà, donc 1h15 de cuisson à 165 degrés. Dans un four ménager, elle a cuit beaucoup plus un peu plus que ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, donc 1h15, donc 20 minutes, vous vous rappelez avec la grille, 20 minutes où on a ajouté la plaque, 20 minutes où on a retiré la plaque et conservé la grille. Alors, je vous montre pour savoir si c'est cuit. La pâte a partout la même couleur et vous voyez ici, c'est pas souple sous mes doigts. Vous voyez, on sent que c'est pris, c'est coagulé. Et là, on met notre four à 220 degrés. 220 degrés minimum. Je pense que sur certains de vos fours, il faudra même aller un petit peu plus chaud. Je mets à 230. Voilà. Ici, j'ai préparé des plaques froides. C'est surtout pour ne pas me brûler. Voilà. On retourne. On enlève la plaque du dessous, enfin qui est devenue celle du dessus. Pourquoi on retourne? Pour avoir la partie la plus plate, la plus plane et la plus lisse.
Sucre glace qui va donner la brillance. Alors sucre glace, vous pouvez y aller. Hein. Et sucre en poudre ou sucre cristal, que vous avez, qui va donner le croustillant. Vous voyez, regardez, on saupoudre. Alors ça, attention de ne pas trop en mettre. Si vous en mettez trop, ça va faire des couches de caramel. Et ces couches de caramel vont gêner la coupe après. Alors là, nous, on le fait dans la foulée. On vient de sortir notre millefeuille du four et on caramélise tout de suite. Il pourrait y avoir un laps de temps entre les deux, c'est pas très grave. Sauf que la caramélisation va durer un petit peu plus longtemps. Là, comme tout est encore bien chaud, ça va caraméliser super vite. Alors un conseil, que je vous conseille de respecter à la lettre. Quand vous faites ça, votre four est à 220-230. Vous n'allez pas faire une pause café, ni une autre pause. Vous restez devant le four parce que ça se joue à 30 secondes près. En 30 secondes, il ne sera plus caramel, il sera noir. D'accord. D'accord. Donc il faut rester devant le four et il faut surveiller. Non, là, on attend que le four soit à bonne température. Voilà, on attend que le four soit à 220. À la sortie du four, on enlèvera le millefeuille des plaques chaudes. On le laisse refroidir. Donc notre four est à la bonne température. On met au four. On compte 4-5 minutes. Mais comme je le préconisais, on reste bien devant le four. Je mets 5 minutes. Parce que ça va très vite. Donc ici, voilà, le four à 220, 5 minutes environ. On est passé sur la position grill du four à la fin pour bien faire cette couche de caramel magnifique. Alors là, encore une fois, j'insiste lourdement. Ça se joue à 20 secondes près. Si vous laissez votre millefeuille 20 secondes de plus, il peut tourner carrément noircir, quoi, hein. Ensuite, une fois qu'il est comme ceci, on arrête la cuisson. Voilà, donc on le glisse sur le plan de travail si votre plan de travail le permet. Et on met sur une grille pour refroidir. Bien, on continue donc avec une crème pâtissière. Pour cela, il nous faut du lait, du sucre, de la poudre à crème. Tu vas nous dire ce que c'est. Du jaune d'œuf, un petit peu de beurre et de la vanille. Et une belle gousse de vanille. Ouais, bien grasse, je vais vous expliquer, ça c'est important. Donc ici la crème pâtissière, c'est la crème en pâtisserie française, la crème de base qui va être soit utilisée à l'état pur pour garnir de la pâte à choux par exemple, soit va être transformée dans le cas du millefeuille en crème mousseline avec une addition de beurre. On peut aussi faire ce qu'on appelle une crème légère ou une crème diplomate où au lieu d'ajouter du beurre, on va ajouter de la crème fouettée. Donc la crème pâtissière, alors moi c'est des crèmes de base où je suis très exigeant parce que par exemple chez moi à la boutique, on a de la crème pâtissière dans à peu près 60% de la gamme de pâtisserie. Donc si la crème pâtissière est bonne, et ben les gâteaux sont bons. Et si on part à la base avec quelque chose de bon, c'est sûr que si on part sur une préparation mauvaise dès le départ, c'est pas bien. Donc le lait entier, dans lequel on va mettre à peu près 50% du sucre. Donc là on est sur une base d'un demi-litre de crème pâtissière. Un demi-litre de lait, donc ça représentera 750 g de crème pâtissière. Voilà. Pourquoi mettons du sucre dans le lait, pardon. Voilà. Quand vous faites chauffer du lait sans prendre trop de précautions, la caséine descend au fond de la casserole et elle caramélise et le lait, souvent on l'a tous vécu, accroche. Le fait de mettre du sucre dans le lait n'accroche pas dans la casserole. D'accord. On pourrait penser que le sucre pourrait caraméliser, mais non. Mais en fait, il détend la texture du lait et ça fait l'effet inverse. Alors ici, la gousse de vanille. Alors, la qualité d'une gousse de vanille. La gousse de vanille doit être humide, grasse, et quand vous frottez comme ça entre vos doigts, vous avez des points noirs sur vos mains. C'est un signe de fraîcheur de la gousse et de bonne conservation. Voilà. Alors moi, ce qui me fait toujours hurler de rire, c'est quand vous allez dans certains magasins, que vous achetez de la gousse de vanille dans des petites éprouvettes très sexy, et quand vous sortez la gousse de vanille, elle est toute sèche et cassante, elle est juste bonne à mettre à la poubelle, il n'y a plus rien dedans. On aplatit la gousse. Alors dans beaucoup de recettes, vous lisez fendre et gratter. Donc, on aplatit la gousse, on passe au travers avec la lame. Voilà, on la fend. Tiens, mettons un peu plus par là qu'on te voit mieux. Voilà. Et une fois qu'elle est fendue, on la gratte. Donc en fait, ce qui va donner le goût de vanille, c'est tout le contenu là. Tous ces petits grains. Tous les petits grains. Voilà. Alors moi, j'épuise au maximum la gousse. Je vous expliquerai, je la recycle même. Voilà.
Et je ne vais pas me contenter de mettre les grains, je vais mettre les grains et la gousse. Parce que dans la gousse, malgré que j'ai gratté, il reste pas mal de grains. Et toute la saveur de la gousse, on veut en tirer le maximum. Ok. Donc là, le lait chauffe. Pour peu que ça croûte aussi, il ne faut pas la gaspiller. Le lait chauffe, voilà, tranquille, il ne faut pas aller trop vite. Et il faut que ce moment là où vous allez préparer le reste, ça vous serve d'infusion. D'accord. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on prend un récipient, on va mettre nos jaunes d'œufs. Alors la crème pâtissière, c'est toute une science. Et ce qu'il faut bien comprendre et qui est important quand vous réalisez des crèmes pâtissières, bien sûr vous pouvez prendre des recettes qui existent, mais le charme de notre métier de pâtissier, c'est de pouvoir développer et peaufiner ses propres recettes. Ce qu'il faut savoir quand vous concevez une recette de crème comme ça, c'est que le jaune d'œuf donne du crémeux, le blanc d'œuf donne de la consistance. Donc, par exemple, si on parle de deux produits phares chez moi, le flan et millefeuille, pour moi il est inconcevable de faire la même recette pour de la crème pâtissière que pour faire du flan. La crème pâtissière, on recherche quelque chose de très crémeux. Le flan, on veut du crémeux mais avec une certaine consistance. Et donc dans le flan, par exemple, dans la recette de flan chez nous, il y a des œufs entiers et des jaunes, alors que dans la crème pâtissière, il n'y a que des jaunes. Grosse aberration pour moi, quand vous allez chez un boulanger pâtissier, dans 70% des cas, ils font le flan et la crème pâtissière avec la même recette. Pour moi, c'est pas logique. D'accord. Voilà, donc jaune d'œuf, sucre. Vous savez tous que quand on met du sucre en contraste avec du jaune, il faut bien mélanger tout de suite pour pas que le sucre cuise les jaunes. Et là, on va blanchir. Alors j'entends parfois des gens dire que le blanchiment ne sert à rien. Le blanchiment, c'est la fonte du sucre dans les jaunes. Et c'est ce qui va donner finesse, longueur en bouche, délicatesse à la crème pâtissière. Donc pour moi, c'est indispensable. Voilà. Et surtout, bien commencer avec jaune et sucre. Et on mettra l'amidon que dans un deuxième cas. Si vous mettez l'amidon tout de suite, comme le font certains, Oui, on le voit. Oui. voilà, vous ne pouvez pas blanchir. D'accord. Alors, quand je parle d'amidon, tout à l'heure tu as parlé de poudre à crème. Oui. Les poudres à crème, ce sont des préparations à base d'amidon. Souvent, il y a plusieurs amidons dedans. Et elles sont en général très légèrement colorées et vanillées. Voilà. Alors ça, c'est un choix. Il y en a qui préconisent de travailler avec de l'amidon de maïs, d'autres des poudres à crème. Nous, on a réglé nos recettes avec une certaine qualité de poudre à crème. C'est vrai que ça donne à la crème pâtissière une couleur un petit peu plus appétissante. Autrefois, on faisait cette crème avec de la farine. Voilà, alors moi j'ai appris, il y a 30 ans, on utilisait, moi à l'époque où j'ai appris, on utilisait moitié poudre à crème, moitié farine. Ouais. Le gros problème, alors la crème pâtissière à la farine ça marche, c'est un peu moins fin en bouche, c'est un peu plus rugueux. Et surtout le danger pour nous qui sommes soumis à beaucoup de contrôles et de règles d'hygiène, c'est que bactériologiquement parlant, la farine c'est un peu compliqué parce qu'on ne monte pas assez haut en température pour tuer les bactéries présentes dans la farine. Et souvent quand on envoie des produits aux analyses, une crème pâtissière à la farine c'est toujours limite. D'accord. Alors à la maison ça ne vous posera pas de Oui, problème. oui. Mais vous avez aussi une incidence de texture, c'est moins fin. D'accord. Voilà, voilà. Là, on se rend bien compte que le blanchiment est quand même une étape importante. Hein. Ouais, moi je. Tu ne te contentes pas de mélanger et puis voilà, c'est fait. Surtout pas. D'accord. Voilà, une fois que c'est blanchi, on va baisser un peu notre lait qui bout. Alors quand on dit de porter le lait à ébullition, ça c'est important, ça peut vous paraître bénin ce que je vais vous dire. Mais porter à ébullition, ça ne veut pas dire laisser bouillir pendant 10 minutes. Parce que si ça bout pendant 10 minutes, vous avez une évaporation, vous n'avez plus la bonne quantité de liquide. Ça peut vous paraître un peu simplet et simpliste de parler de ça, mais c'est du vécu. Ici, l'amidon, la poudre à crème. Alors si vous n'avez pas de poudre à crème, la maïzena fait très bien le job. La crème sera un petit peu moins jaune. Voilà, et puis voilà. Ouais, comme c'est légèrement vanillé, les poudres à crème, il y a un fond aromatique plus puissant. Voilà. Alors après, là on est sur l'étal primordial, indispensable de la crème pâtissière, c'est la cuisson. Alors certains vont vous dire enlever la gousse, vous pouvez l'enlever. Moi parfois j'ai tendance à la laisser pendant la cuisson. Voilà, c'est au choix, oui. Après je vais vous expliquer ce qu'on en fera de cette gousse.
Donc là, le lait bouillait. Même s'il n'était pas à ébullition, c'est pas très grave. D'accord. Vous en versez la moitié sur votre mélange jaune, sucre, amidon. Et par contre, ce qui est indispensable, c'est de refaire repartir à ébullition le lait restant dans la casserole. Là, je mélange. Alors, si vous avez clarifié vos jaunes vous-même, que vous n'êtes pas sûr qu'il n'y ait pas un petit morceau de coquille, du germe, vous pouvez aussi chinoiser cet appareil. D'accord. Là, maintenant, à ce stade-là. Voilà. Et là, opération très importante, je vais prendre le fouet le plus costaud des deux. Je vais mettre ma plaque à induction sur une puissance moyenne. Donc là, par exemple, ici, j'ai 12 puissances, je vais mettre sur 6. Mon lait est à ébullition. Le lait bout, ça c'est très important. Et vous allez verser l'appareil jaune, sucre et poudre à crème comme si vous versiez de l'huile dans une mayonnaise. Il faut que ça boue, hein. Là vous voyez, ça boue. Ça boue. Pas assez à mon goût. Voilà. Et comme vous versez de l'huile comme dans une mayonnaise, la coagulation et l'épaississement de la crème se fait instantanément. D'accord. Voilà. Ça c'est la réussite de la crème pâtissière. Si vous versez tout d'un coup que le lait n'est pas assez chaud, hop, là on sort. Voilà, le temps que je corne mon récipient. Si vous versez l'appareil dans le lait qui n'est pas assez chaud, ça vous fait une crème anglaise qui va mettre du temps à recoaguler, à épaissir, et c'est là que vous faites des grumeaux. D'accord. D'accord. Donc là, elle a coagulé. Il fallait que je corne. Donc je sors du feu, je remélange. Toujours dans le souci d'avoir une coagulation régulière. Il ne faut pas que ça coagule par plaque, par étape, par étage, par morceau. Sinon, vous avez des parties dures, des parties souples et ça fait des grumeaux. Donc là, hors du feu, je finis la coagulation. Alors, ne pas s'y méprendre. Beaucoup de gens vont considérer ici que la crème est finie. Elle n'est pas cuite. Surtout pas. Là, vous repartez sur votre plaque. 2 tiers de puissance à peu près. Et vous allez atteindre l'ébullition. D'accord ? Et quand on a atteint l'ébullition, c'est toujours pas cuit. On va tenir l'ébullition 2 à 3 minutes. D'accord ? Voilà. Et c'est ce qui va nous permettre de cuire les amidons pour qu'ils soient non perceptibles, impalpables à la dégustation. Alors là, vous voyez, j'ai coagulé, la crème a épaissi. Là, je la porte à ébullition, elle épaissit encore. Et quand on est à ce stade-là, elle est massive, compacte. D'accord ? Le fait de tenir l'ébullition pendant 2 minutes, les amidons vont cuire, vont se délier et la crème pâtissière va devenir de plus en plus lisse, souple et brillante. Vous allez voir à la fin, quand vous l'avez bien fait bouillir de 3 minutes, elle est carrément presque liquide. Quand on n'est pas habitué, on pourrait se dire qu'est-ce qui se passe ? Oui, elle est ratée. Elle est ratée quoi. Après en refroidissant, elle va reprendre du corps. En refroidissant, elle va reprendre sa consistance. Ouais, là, on le voit qu'elle devient brillante et qu'elle se lisse. Alors ça, c'est très important. Voilà. Donc ça, c'est valable pour les crèmes pâtissières, toutes les crèmes à flanc, toutes les crèmes qui contiennent de l'amidon. Et l'autre jour, je ne sais pas si tu te rappelles, quand nous avions fait la recette de bûche, nous avions fait un glaçage qui contenait de la fécule. Et je vous avais expliqué la même chose, de bien cuire les amidons. D'accord. Tu vois là qu'elle est très lisse, très brillante. Hein. Elle est coulante quand tu lèves le fouet. Voilà. Elle ne se pas accrocher au fouet, d'accord. Donc là, elle est cuite. Alors, souvent, j'ai eu parfois dans mes cours des questions de est-ce qu'il y a un risque de trop cuire la crème ? Il y a un risque qu'elle accroche et qu'elle brûle si vous la mélangez mal. Mais on ne peut pas trop cuire une crème pâtissière. Après, il faut doser aussi le feu, il ne faut pas le mettre au maximum. Et puis mélanger constamment, il ne faut pas la laisser cuire. Donc là, j'ai éteint le feu, sans mélanger. Sans vous le dire. Je viens d'éteindre. Alors le beurre dans une crème pâtissière, moi j'en mets toujours, il est facultatif. Il y a plein de gens qui ne mettent pas de beurre dans la crème pâtissière. Ça va améliorer la longueur en bouche, la finesse. Et si vous beurrez la crème pâtissière, elle sera plus aromatique. C'est-à-dire que par exemple, une crème pâtissière avec du beurre, à la vanille, une crème pâtissière à la vanille avec du beurre, aura plus le goût de vanille qu'une crème pâtissière sans beurre. Le gras va fixer les arômes en fait. D'accord. Donc là, on est toujours hors du feu, hein, j'ai coupé.
Plein de petites astuces. Crème pâtissière, c'est une crème de base quand même. Donc je pense que beaucoup d'internautes pensent savoir la faire. Mais je pense qu'on vous a appris beaucoup de petites choses ce soir avec toutes ces astuces sur cette crème assez simple à faire tout de même. Voilà, alors moi c'est des bases, c'est des indispensables de la pâtisserie où je suis hyper méticuleux, précis. Très rigoureux. Parce que pour moi c'est ce qui fait la différence. Et c'est là qu'on peut se prétendre à faire de la pâtisserie de qualité haut de gamme, quoi. Aujourd'hui, ces dernières années, avec la médiatisation et les réseaux sociaux, on a tendance à croire que parce que ça brille, c'est haut de gamme, pas forcément, quoi. On peut faire un chou à la crème, un flan et un millefeuille haut de gamme. On peut faire un très beau gâteau bas de gamme si on n'a pas mis ce qu'il faut dedans et si c'est pas bien fait, même si ça brille. Hop, on va prendre une plaque. Le but ici, c'est d'étaler la crème pâtissière le plus rapidement possible. Évitez de la mettre dans un cul de poule où il y a ça d'épaisseur, ou dans un saladier. Prenez plutôt un récipient rectangulaire, plat, une plaque, un bac. Voilà, il faut qu'elle refroidisse d'épaisseur fine pour qu'elle refroidisse vite en fait. D'accord. Donc ici, on va refroidir notre crème pâtissière et quand elle sera froide, on lui incorporera 30% de beurre de façon à la transformer en crème mousseline. Ça, bien sûr, on vous le montrera tout à l'heure. On va revenir sur la gousse de vanille. Tu me disais qu'on pouvait la récupérer. Oui, voilà, je vais vous expliquer. On va voir ce qu'on va en faire. Donc ici, la crème. On va filmer au contact. On filme au contact pour éviter formation d'une croûte. Voilà. Le mieux, si vous pouvez, c'est de lui faire un petit passage en congélation, si vous avez de la place dans votre congélateur. Ouais. 10 minutes. Ça va faire tomber rapidement la température. Et niveau bactériaux, vous allez limiter le développement en fait. D'accord. Voilà. Alors la gousse de vanille, on a notre gousse de vanille ici qui a séjourné dans le lait. On va bien la rincer à l'eau tiède ou à l'eau froide pour enlever les traces de lait. Voilà. Si elle a côtoyé les jaunes d'œufs et le sucre, il faut enlever. Voilà. Et une fois qu'elle est rincée comme ça, on va faire sécher. Alors ça peut être séché dans votre four après la cuisson d'un plat. Ça peut être plus longuement dans un placard de la cuisine, dans une boîte non fermée. Il faut qu'elle soit sèche, il faut qu'elle devienne cassante. Et quand elle est sèche et cassante, vous allez en prendre, attendre d'en avoir quelques-unes. Vous allez en prendre 20 grammes par exemple. Et vous allez mettre ça dans votre mixeur à lame type Robocoupe avec 100 grammes de sucre. 20 grammes de gousse, 100 grammes de sucre. Et vous allez réaliser ce qu'on appelle un sucre vanillé maison. Et nous, on sucre notre crème chantilly avec ce sucre vanillé maison. On parsème ce sucre vanillé maison sur nos tartes aux pommes avant la cuisson. On met ce sucre vanillé maison dans nos pâtes sablées. Et ça n'a rien à voir avec le sucre vanillé que vous pouvez acheter dans le commerce. J'imagine. Bon, étape suivante, on va faire donc un crémeux chocolat. Voilà. Parce que c'est un millefeuille opéra. Donc c'est un millefeuille avec opéra, café, chocolat. La crème vanille qu'on va parfumer au café voilà, et le chocolat. Alors le crémeux chocolat, ici on va utiliser du lait, de la crème, des jaunes, du sucre et du chocolat. Donc ici c'est du chocolat Valrhona Caraïbes qu'on utilise. Voilà, très bon chocolat, très important. Prenez un chocolat noir à 65% de matière grasse à peu près. Entre 64, 66, 68. Voilà. Donc le crémeux, si vous n'êtes pas familier avec ça, qu'est-ce que c'est qu'un crémeux? Vous avez sans doute tous entendu parler de la ganache. La ganache, c'est la technique de base, c'est autant de crème que de chocolat. Réaliser une crème chocolat. Après, ça peut être enrichi avec du beurre ou quoi que ce soit, mais la base, c'est moitié crème, moitié chocolat. Ici, on va réaliser la technique d'une ganache, mais au lieu de verser de la crème sur du chocolat, on va verser une crème anglaise sur du chocolat. Et on aura quelque chose de beaucoup plus onctueux, beaucoup plus crémeux qu'une ganache. D'accord. Donc, première étape, on va chauffer nos liquides. Moitié lait, moitié crème. Donc là, en fait, on va avoir, si on mélange du lait et de la crème, c'est pour avoir un certain taux de matière grasse qui va donner la texture au crème. Lait, crème. Alors, quand on vous parle de chocolat, là, tu parlais de chocolat de pourcentage. Oui. Ce qui n'est pas toujours clair à l'esprit des gens, c'est que le pourcentage va à la fois définir le goût, mais réguler la texture. Puisque quand on vous parle d'un pourcentage de chocolat, si on dit 65 par exemple,
Les 65%, c'est quoi? C'est 65% de produits issus du cacao. Et les produits issus du cacao dans le chocolat, c'est la pâte de cacao et le beurre de cacao. Et cette variation de quantité de beurre de cacao, c'est ce qui va donner la texture. Donc quand vous utilisez un pourcentage de chocolat plus bas, par exemple, si moi je vous donne une recette avec du 65 et que vous utilisez du 60, et ben vous allez réduire cette quantité de beurre de cacao, et ça va jouer sur la texture. D'accord. Souvent, quand on parle de chocolat, les gens pensent toujours au goût, mais je dirais que la première chose que vous modifiez en modifiant le pourcentage d'un chocolat, c'est la texture. Donc ça, c'est assez important. D'accord. Voilà, donc ici, on a notre lait, notre crème. Ici, comme j'ai expliqué auparavant dans la crème pâtissière, et c'est encore plus important ici, on va prendre le soin de bien blanchir les jaunes et le sucre. Très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Quand on blanchit les jaunes et le sucre, on fait fondre le sucre dans les jaunes et on incorpore de l'air. Alors comme on l'a expliqué dans la crème pâtissière tout à l'heure, on peut mettre un peu de sucre dans le lait et la crème. C'est pas obligatoire, mais on peut. Voilà. Et là, on va bien blanchir. Et plus vous allez blanchir et plus vous allez incorporer d'air, même de manière excessive, plus vous allez être capable de monter la température de cuisson de la crème anglaise. Et donc éviter de débrouiller. Voilà. Alors, de manière scolaire, s'il y en a parmi vous qui ont suivi des cours de pâtisserie, qui ont passé des CAP, etc., quand vous passez un examen, on vous apprend à cuire la crème anglaise à 85 degrés ou à la nappe. D'accord, tu as dû apprendre ça. Oui. Et bien ici, je vais un peu révolutionner ce que vous avez appris. Nous, on ne s'occupe plus de la température, ni de la texture. On porte toutes nos crèmes anglaises à ébullition. D'accord. Voilà. Mais, alors c'est à prendre avec des pincettes. Vous ne pouvez faire la technique que je vais vous montrer que si vous avez parfaitement blanchi les jaunes et le sucre, pour bien incorporer de l'air, pour permettre aux jaunes de supporter l'ébullition. Si vous faites mal cette étape du blanchiment, vous allez faire des œufs brouillés. Alors les œufs brouillés au petit-déj, on aime bien. Dans la crème anglaise, c'est pas terrible. Donc le fait de mélanger, on est en train de modifier le point de coagulation de l'œuf. Le point de coagulation à la chaleur. Ouais. À la chaleur, oui. Vous voyez, donc là, on a blanchi. Comme on a blanchi, le sucre a fondu. Je pense que c'est pas perceptible. Mais nous, on l'entend. Là, quand je mélange, on n'entend plus de cristaux de sucre. Ouais. D'accord. Voilà. Et là, on blanchit, on blanchit, on blanchit, on blanchit, on blanchit. On incorpore de l'air, de l'air, de l'air. Et plus j'incorpore de l'air, plus je blanchis, plus je permets d'augmenter mon point de cuisson, de température de cuisson. D'accord. Alors nous, quand on fait des plus grosses quantités, on blanchit même au batteur. D'accord. Ok. Voilà. En parallèle, on met nos palets de chocolat dans un cristal. Sans bon chocolat. Voilà. Et on emmène les crèmes à l'ébullition. C'est Gaëtan, c'est fait. Juste vous montrer un petit peu la texture. Il faut que ça soit bien blanchi. Alors, si vous décidez d'adopter cette technique de cuisson de la crème anglaise, tu verras quand tu feras des recettes si tu veux le faire, il y a deux choses indispensables. Blanchiment, et une fois que votre crème anglaise a atteint l'ébullition, sortir du feu et la fouetter vivement 1 minute pour arrêter la cuisson. Il ne faut pas qu'il y ait de... Il faut pas qu'il y ait de continuité à la cuisson, quoi. Oui, il ne faut pas la sortir du feu et la laisser tranquille. Sinon, continue, il y a de l'inertie et ça continue à faire. Les crèmes à ébullition, on verse sur les jaunes et le sucre. Voilà, on remet tout en casserole. Alors, tu sais, c'est pas si je veux adopter cette méthode, je vais l'adopter parce que c'est beaucoup mieux. Même pour vous à la maison, adoptez bien cette technique. Moi, ce qui m'a fait adopter cette technique en production, c'est que quand on cuit, nous on fait beaucoup de crème anglaise et on avait toujours un thermomètre à la main qui marchait pas, qui était précis, que l'on faisait tomber, que l'on cassait. Là maintenant, on porte toutes les anglaises à ébullition et ça nous permet aussi de faire un travail plus régulier. C'est pas un coup c'était cuit à 83, un coup à 85, là c'est toujours à ébullition. L'ébullition, il faut y monter à l'ébullition. C'est-à-dire que surtout, je mets en garde les gens qui travaillent sur une plaque induction, ne pas aller trop fort parce que sinon, si vous mettez à 12, elle va bouillir tout de suite, mais elle n'aura pas atteint la texture. Vous voyez, là je suis à 6 sur 12,
il faut vraiment que ça monte à ébullition. Sachant que j'ai pour habitude de blaguer sur les plaques à induction et de dire que les 2 derniers numéros, normalement, ne servent qu'à faire bouillir l'eau des pâtes. Si vous utilisez une plaque à induction à fond, vous allez brûler avant de cuire. On a tendance à aller trop vite, oui, trop fort dès le début. Est-ce que le fait de la faire bouillir donnera une meilleure conservation? Alors oui, parce que vous êtes monté plus Voilà. haut, hein, donc vous pasteurisez mieux. Voilà. Et au niveau de la texture, c'est plus moelleux, quoi. Donc là on voit, hein, tu vois qu'elle épaissit. Ouais. Voilà. Et tu vois qu'elle commence à frissonner un peu. Tu la vois là? Elle frissonne, mais pas toi. Non. Je veux dire par là que tu n'as pas peur d'avoir des œufs brouillés. Non. Tu l'as laissé quelques secondes sans la remuer. Donc, et vous allez voir, je vous ferai voir bien, je vais bien vider ma casserole et je vous ferai voir la casserole vide. Il n'y a aucun point d'accroche. d'accord. Mais là, elle bout carrément. Hein. Ah ouais. D'accord. Ah ouais. Quand elle bout carrément, on enlève. On se met sur le plan de travail. Et on arrête la cuisson. Non, 1 minute, tu as dit. Voilà. Parce que même si vous la versez tout de suite, elle est tellement chaude qu'en la versant sur le chocolat, elle va continuer à cuire. Là, si tu l'as laissé sans la remuer, Elle cuit, elle coagule. ça va coaguler. Ouais. Malgré Alors le blanchiment après, des après, œufs. ça dépend aussi de votre recette. Là, c'est une recette où il y a du lait, de la crème. Il y a des recettes où il n'y a que de la crème. Plus il y a de crème, plus ça va avoir tendance à épaissir, à cuire vite, à coaguler. D'accord. À cause du gras. Alors ça, ce crémeux chocolat qu'on fait ici, là, nous, c'est un crémeux de base dans mon atelier, au même titre que la crème pâtissière dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avec ce crémeux, on peut monter des millefeuilles, on fait nos tartes chocolat, on garnit nos éclairs chocolat. C'est une recette de base quoi, que l'on décline dans plusieurs produits. D'accord. Et si vous êtes habitué à manger des éclairs chocolat, ça n'a rien à voir avec une crème pâtissière chocolat. C'est vraiment, c'est très goûteux chocolat, c'est riche, c'est un autre produit. Quoi. Donc là, la cuisson est arrêtée. Ensuite, je verse sur mon chocolat. Donc là, je vais vous faire un peu du chaud. Ouais, je corne ma casserole. Il y a zéro accroche quoi. C'est vrai que quand on fait au thermomètre, il y a beaucoup plus de petits morceaux, de petits grumeaux qui restent au fond. Ensuite, j'ai couvert mon chocolat avec mon anglaise chaude. En général, moi je laisse 30 secondes, 1 minute comme ça. En fait, le chocolat fond. Ouais. Alors après, il y a beaucoup de gens qui utilisent maintenant le Bamix, qui mixe un peu tout ce qu'ils font. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Ce que je dis souvent aux jeunes ouvriers qui travaillent avec moi, c'est qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas de Bamix et on faisait quand même des gâteaux. Ouais. Le Bamix, ça va, le mixeur là, ça va fluidifier un peu la texture et l'affiner. Voilà. Je dirais qu'on l'utilise surtout si on est allé trop loin en cuisson. Oui, d'accord. Voilà. Si la cuisson est bien pour enlever les petits grains, parfaite, d'accord. Et puis si la texture vous plaît, le mixeur est pas indispensable. D'accord. Là par exemple, vous êtes fait piéger, vous allez un peu trop loin, votre anglaise est un peu trop cuite, vous sentez qu'elle est un peu épaisse. Vous versez, vous sentez que votre... vous voyez là la texture est belle. Si vous sentez que c'est un peu trop épais, vous prenez le mixeur, vous mixez 30 secondes, ça va vous délier un peu tout ça quoi. Ce qu'il faut faire attention, c'est que quand je dis que ça vous délie, si vous mixez 3 minutes, ça vous délie tellement que votre crémeux ne va plus tenir quoi. Ah oui. Nous par exemple, on réalise un glaçage chocolat en entreprise que l'on mixe. Et bien si on le mixe trop, il s'en va du gâteau quoi. Donc on peut mixer, mais attention, voilà. Pas trop longtemps. Ok. Donc là j'étais au fouet, j'ai créé pas mal de bulles d'air, donc je finis à la spatule pour les enlever un peu. Hop. Et toujours le même souci que pour la crème pâtissière tout à l'heure. Ne pas laisser en masse pour refroidir, il faut que ça refroidisse vite. Il y a des jaunes d'œufs, il peut y avoir développement bactériologique. Vous étalez, vous voyez. Et comme ça, ça refroidit vite. Si vous pouvez,
Ça peut aller 10 minutes au congèle aussi, de façon à bien faire tomber la température. Et comme la crème pâtissière, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui se conserve au frigo 72 heures sans problème. D'accord. Vous pouvez parfaitement faire ces préparations la veille. À l'avance. La difficulté en pâtisserie quand vous pâtissez à la maison, c'est que si vous faites un millefeuille de A à Z, il est presque inconcevable de le faire le jour même, quoi. Il faut que la pâte feuilletée soit au moins de la veille, voire de l'avant-veille. Oui, il y a des préparations qui ont besoin de temps. Ce qu'il faut, c'est faire votre pâte feuilletée, votre crème pâtissière, votre crème au chocolat, et que le jour où vous recevez vos invités, il n'y a plus que la cuisson et le montage du millefeuille à faire. Si vous faites tout de A à Z, vous allez passer votre journée en cuisine. D'accord. Alors bien sûr, cette recette, vous pouvez la retrouver sur le site d'ores et déjà. Elle est déjà disponible en version illustrée, comme d'habitude. Donc vous avez la vidéo en plus pour voir les gestes de Stéphane. Je rappelle également que vous avez le livre de Stéphane Glacier qui sera dédicacé à gagner. C'est le livre Tendance millefeuille, donc que je vous propose de voir ici. Voilà. Voilà. C'est le dernier de la famille, c'est le dernier. Voilà, c'est le dernier de la famille, comme tu dis. Pour cela, sur Facebook, il vous faudra liker, commenter et partager la vidéo. Et sur YouTube, il faudra liker, commenter et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Voilà, on se retrouve pour la suite très vite. Donc, notre millefeuille caramélisé est en train de refroidir. Nous allons finaliser la réalisation de la crème mousseline au café. Alors, tu as prélevé une partie de la crème dans ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, la recette vous donne 500 g de crème. Donc, on avait fait, vous rappelez, 1 demi-litre de lait en base. Donc, il vous en reste un tout petit peu. J'ai repesé, il faut quand même mieux repeser. Voilà, sachant que pour être un bon pâtissier, il faut être un psychorigide du thermomètre et de la balance. Voilà, on va lisser la crème pâtissière au fouet, au batteur. Alors quand on lisse, vous voyez, petite vitesse. En fait, vous avez vu que la crème, en refroidissant, elle a figé. Hein, elle est devenue un peu gélatinique. Voilà. Ouais. On relisse. Il faut faire attention quand vous relissez. Plus vous allez la travailler et la relisser, plus elle va se détendre. Si vous l'oubliez en vitesse forte, elle peut complètement se délier et devenir texture d'une mayonnaise, quoi, trop souple. Et elle ne reviendra pas, elle ne reviendra pas. D'accord. Donc dans tous les cas, dans tout ce que vous faites à base de crème pâtissière, on relisse la crème avant de lui ajouter quoi que ce soit. Si vous avez un arôme à mettre dedans, de la pâte de café, de l'extrait de café, de la pâte de pistache, ce que vous voulez dedans, toujours dans une crème lisse. Si vous mettez quelque chose, un corps étranger, dans une crème qui n'a pas été lissée, vous aurez des grumeaux. D'accord. Là, vous voyez, elle va être lisse. Lisse, mais pas trop souple. Voilà. On va l'aider avec un petit coup de maryse. Ici, pâte de café, extrait de café, comme vous voulez. Arôme café. Arôme café. Ce que vous avez sous la main. Donc là aussi tu pèses la quantité d'arôme. Ah oui, bien sûr. Donc c'est pas, on fait pas ça à peu près. Hein. C'est pas du pif. Hein. Voilà. Et après le beurre. Donc le beurre, ça mérite une petite explication. Crème pâtissière très froide, beurre fondu. Crème pâtissière froide mais plus autour de 10-15 degrés, beurre pommade. Crème pâtissière température ambiante, beurre pommade ferme. On régule la texture du beurre en fonction de la température de la crème. Si vous mettez un beurre pommade dans cette crème qui est glacée, qui sort du frigo, ça va trancher. Si ça tranche, il faut commencer à réchauffer et là c'est le début des embrouilles. Oui. Donc il est fondu mais il n'est pas chaud. D'accord. Il est à 30 degrés. Alors souvent, je le vis au quotidien avec mes collaborateurs pâtissiers à l'atelier. Les gens qui ont peu fait, qui ont peu l'habitude ou les plus jeunes, ils ont peur de mettre le beurre fondu. Parce qu'ils se disent beurre fondu. Mais ce qu'il faut bien réfléchir, c'est que la crème est glacée, quoi. Vous voyez ? Si j'avais mis mon beurre plus froid, ben là on serait tranché déjà. Surtout vous avez ajouté un ingrédient perturbateur, l'extrait de café.
qui est à 70-80% de l'eau. Donc il va venir un peu déséquilibrer la recette en contenance de matière grasse, quoi. Et la crème mousseline est prête très vite. Voilà. Mais je vais t'avouer que c'est la première fois que je vois Alors, la souvent, technique au beurre fondu. Hein. très souvent, alors des fois ça m'irrite un peu. Une crème mousseline comme ça, quand vous avez la crème pâtissière, il faut 3 minutes. Voilà. Même nous, on fait des 20 kg de crème mousseline à la fois en production. Il faut 3 minutes à partir du moment où le beurre a exactement la bonne consistance. Si vous loupez ce step là, la crème tranche ou elle est trop souple, il faut la refroidir. Quand elle est refroidie, elle est trop froide. Beaucoup de questions sur une crème tranchée. Voilà. Alors après, je vais vous donner un petit truc qui dépasse un peu le cadre de notre sujet, notre recette du jour. Une crème au beurre, une crème mousseline tranche toujours par déséquilibre négatif de matière grasse. C'est-à-dire qu'une crème mousseline ou une crème au beurre qui tranche, c'est parce qu'il y a un petit léger déséquilibre vers le bas de la matière grasse. Et comme on n'a pas bien respecté la température, ça tranche. Vous faites fondre un tout petit peu de beurre pour la recette que vous avez ici, 30 ou 40 grammes de beurre au micro-ondes fondu. Vous l'incorporez comme de l'huile dans une mayonnaise, la mousseline. Froid ou chaud? 40 degrés. D'accord. La mousseline se rattrape, la crème au beurre se rattrape. Inverse, on a souvent des processus inverses sur la ganache et le caramel. Un caramel ou une ganache qui tranche, c'est toujours un déséquilibre plutôt positif vers le haut de matière grasse. Une ganache qui tranche, un caramel qui tranche, vous lui rajoutez 1 ou 2 glaçons, une cuillère à soupe d'eau glacée, une cuillère à soupe de lait glacé, vous mélangez vivement, ça revient tout de suite. D'accord. Voilà, on rectifie, on rééquilibre l'équilibre de matière grasse. Voilà, notre crème mousseline est prête, tu vois. Malgré ta surprise de voir le beurre fondu, on a une crème qui est bien lisse, jolie. Nickel. On a récupéré notre pâte feuilletée caramélisée qui elle est froide. Et là, on utilise un couteau scie, si vous n'avez pas de couteau scie pro comme ça, un couteau à pain, un couteau à dents. D'accord? On mesure, alors là j'ai calculé une mesure qui va tomber à peu près juste et ne pas trop me faire de chute. Voilà, ce qui va nous donner un millefeuille de 6 personnes. Ouais, important de scier. Si vous ne sciez pas, vous allez écailler. Non, on écrase, on va tout casser. D'accord. Vous voyez, très souvent on a tendance à avoir peur de scier et on tire dessus et là on casse. Ouais, il faut vraiment scier. On pourrait même avoir un couteau scie un petit peu plus saillant. Voilà, ça c'est impeccable. Ensuite on prend dans l'autre sens. Donc là, comme je vous disais, j'ai calculé pour que ça tombe juste. Non, on peut montrer, peut-être par la caméra du haut, l'épaisseur. Pour bien montrer le côté feuilleté. Vous voyez, tu peux le monter et lever. on voit bien les feuilles. Hein, non. Hop, voilà. C'est parfait. Donc 12 de large. 12 de large, 20 de long. Chez moi, c'est un millefeuille de 6 personnes. D'accord. Bon, ça se coupe bien, hein, c'est net, c'est propre. Alors, pendant qu'on parle de coupe, c'est souvent une question qu'on a de la part de nos clients. Beaucoup hésitent à acheter du millefeuille à partager parce qu'à couper, ça fait peur. Oui. Il faut un bon couteau à dents et il faut que le millefeuille sorte du frigo. Oui, que la crème soit ferme. Voilà, et on scie. Il ne faut pas appuyer. Si vous appuyez, vous écrasez tout. D'accord. Et même pour la pâte, vous voyez, on scie. Alors, je vous l'expliquais au début de notre recette. Vous voyez, la couleur, il est partout de la même couleur. Il n'y a pas de ligne blanche au milieu. Souvent il est blanc au centre. Voilà. S'il est blanc au centre, il n'est pas cuit, il est caoutchouteux à la dégustation. Alors ici, j'ai utilisé une petite astuce qui va me permettre de faire un beau millefeuille sans avoir trop de pertes. J'ai taillé des bandes de 12
de large que j'ai taillé en longueur à 20. Sur ma demi-plaque 30 par 40, ça me fait une chute. Et cette chute, elle va me servir pour le centre du millefeuille. D'accord. Ce qui fait que j'ai quasiment pas de chute. Vous voyez, j'utilise quasiment Il n'y a pas de perte. toute ma plaque, quoi. Et bien sûr, ça ne se verra pas une fois le millefeuille monté. On va faire tout ce qu'il faut pour que ça se voit pas. Alors, on va prendre une plaque avec une feuille. On va récupérer le crémeux chocolat. On redonne un petit coup de vitesse à notre crème mousseline au café. Hop, on la met en poche. Alors vous prenez une poche, alors ça pourrait être cannelé. Là ici j'ai choisi lisse. Poche avec douille de 10 à 12 mm. Alors ici, on fait des boules. Le millefeuille, la pâte feuilletée doit être froide, hein, bien entendu. Si vous faites ça sur une pâte feuilletée encore tiède, la crème va fondre. Philippe, si tu veux bien, on va mettre le crémeux chocolat dans l'autre poche. Oui, ça de suite. Alors, je vais vous donner une astuce de pâtissier qu'il faut respecter. Vous allez monter votre millefeuille en kit. Et étage par étage. Vous allez passer tout ça au froid en kit. Et quand la crème aura bien figé, on fera de la superposition en fait. Si vous montez le millefeuille en direct, c'est-à-dire que si vous garnissez de crème ici, et que vous posez votre pâte feuilletée et que vous remettez du poids par-dessus, la crème va s'écraser un peu, ça sera beaucoup moins joli. D'accord. Donc là, belle boule de crème mousseline tout autour, beaucoup moins de crème mousseline au centre. Et je viens faire des bons traits de crémeux chocolat qui vont m'apporter ma saveur chocolat dans mon millefeuille Opéra. Ouais, bien dressé, bien joli. Très bien. Ensuite ici, on va prendre une douille cannelée. Et diamètre tu veux. Pas trop gros. On va trouver ça. Ça. C'est parfait. Alors moi je suis un peu paresseux, j'aime pas trop faire la vaisselle. Donc vous voyez, plutôt que de changer de poche Système D, oui. pour refaire juste une rosace, vous remettez une douille par-dessus l'autre et vous faites votre rosace. D'accord. Voilà. On va bloquer ça au congélateur 5-6 minutes pour que la crème fige. On va superposer. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de décorer le dessus avec du sucre glace. On peut utiliser un sucre qu'on appelle un sucre spécial décor. C'est un sucre glace très amylacé qui va éviter la fonte du sucre au réfrigérateur. Voilà, on vient de récupérer notre millefeuille du congélateur. Alors congélateur, 5 minutes, frigo, 20 Oui, ça minutes, une demi-heure. reste 5 minutes. Hein. Ce qu'il faut, vous voyez, c'est que la crème soit prise.
Ouais, vous sentez alors elle n'est pas dure. Hein, elle est Il pas faut qu'elle tendue. puisse supporter en fait les étages. Voilà. D'accord. Donc là, on va prendre une palette. Vous vous rappelez que j'ai triché tout à l'heure. Oui. J'ai mis Il y a 2 morceaux. 2 morceaux, donc on va plutôt mettre ça vers le bas. D'accord. Voilà. Ensuite, alors le décor du dessus, il est libre. Hein. J'ai fait une rosace de crème. Nous, en général, on met un peu de sucre pour jouer avec les contrastes de couleurs, vous voyez. Donc c'est le sud décor dont on parlait qui résiste À l'humidité. à l'humidité au frigo. Et voilà, Magnifique. le tour est joué. Donc voilà le résultat final. Est-ce qu'on peut le voir un petit peu en le penchant comme ça? Non, ça ne le fait pas. Bon, voilà. Eh bien, Stéphane Glacier, merci beaucoup pour cette superbe recette. Alors le résultat est vraiment très très joli. Merci pour toutes tes petites techniques, toutes tes petites informations que tu nous apportes. Parce Merci. que vraiment, il y en a à tous les niveaux. Et je pense que nos internautes vont être Pour moi, ce qui sensibles est à ça. important, c'est de transmettre mon ressenti, mes petites astuces. Ben, tu le fais très bien. Et puis de redonner à ces grands classiques de la pâtisserie française leur lettre de noblesse, puisqu'aujourd'hui, on a tendance à avoir des gâteaux moulés, brillants, Ouais. gélatinés. C'est ce qu'on voit partout. Voilà, alors que pour moi, la pâtisserie française, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Merci Donc, à tous. osez tenter l'expérience chez vous. Vous le faites bien sûr étaler dans le temps. Ne vous braquez pas sur une journée. Vous faites la pâte feuilletée un jour. Vous prenez le temps de faire progressivement. Vous regardez la vidéo une seconde fois. Et je vous garantis que vous aurez un résultat très sympa à la maison pour votre famille ou vos invités. Stéphane Glacier, j'espère te recevoir très prochainement pour Ça sera avec grand plaisir. une nouvelle recette. On en a déjà un petit peu parlé, donc je pense que je vais te revoir. Quant à vous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation. On se retrouve très vite pour un live où je serai certainement seul, mais bon, ça reste intéressant, n'est-ce pas? À bientôt, au revoir. Au revoir.